Bonjour. Vous l'avez vu, nous avons traversé un épisode orageux, intense et très violent, jusqu'à 38 000 orages. C'est énorme. Tout est résumé sur cette reproduction, une modélisation. Vous voyez que le front orageux, en fait, il est parti du sud-ouest en direction du nord-est de la France, et là, il se termine, vous voyez qu'il va toucher tout de même le Morvan, le Jura, les Alpes, et puis il est en train de s'éloigner sur la Suisse, qui va être très 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 touchée, l'Allemagne, et va aller sur l'Europe de l'Est. Voilà pour la situation. Et hélas, tout porte à croire, d'après les spécialistes, que nous allons connaître un été plus chaud, disons, que la normale, de quelques degrés, que nous allons avoir quelques épisodes canicules, espérons qu'ils ne vont pas durer plusieurs semaines, et que tout ceci se termine toujours, à la fin, par l'arrivée d'air plus frais, plus humide, eh bien oui, par des orages. Donc nous sommes menacés, cet été, d'avoir un épisode orageux très intense. D'où l'intérêt de cette chronique, pour vous permettre de bien comprendre ce qui se passe. Alors je résume. Le mécanisme d'orage, c'est un mécanisme tout à fait naturel, qui est en quelque sorte un rééquilibrage de la machine à laver atmosphérique avec ces écarts de température entre le chaud et le froid. Autrement dit, c'est un rééquilibrage à deux niveaux. Le premier au niveau des températures, pour pas que la marmite chauffe et explose, et donc ça la refroidit. Et la deuxième, c'est un rééquilibrage électrique entre le sol et la haute atmosphère. Autrement dit, je résume, l'atmosphère, avec ses charges électriques, se comporte comme un condensateur avec la Terre, et entre les deux plaques d'un condensateur, de temps à autre, il y a ce qu'on appelle des arcs électriques, des décharges électriques, et ça porte un nom, ça porte les éclairs. Et donc nous allons consacrer cette chronique à vous expliquer et comment se protéger des éclairs. Le point de départ, c'est donc le nuage d'orage caractéristique, le roi des nuages, comme disent les météos, c'est l'énorme cumulonimbus. Et pour qu'il y ait cumulonimbus, il faut qu'il y ait deux choses. La première, c'est beaucoup d'humidité. Voilà pourquoi les orages se développent surtout l'été et dans les zones tropicales, où là ils sont extrêmement violents. Et puis le deuxième, c'est de l'instabilité, c'est-à-dire un grand écart de température entre l'air chaud à la base au niveau du sol, ils sont 25, 30 degrés, même 35 degrés, et le sommet du cumulonimbus qui est à 10, 12, 15 km d'altitude, où là règnent des températures de moins 40, moins 55 degrés. Autrement dit, il y a près de 100 degrés d'écart sur 10 km de hauteur. D'où, dans le nuage, des mouvements de convection verticaux, c'est-à-dire de gigantesques courants d'air qui vont entre 150 et 200 km par heure. Voilà pourquoi il est impossible pour les avions de pénétrer à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est pour vous camper le décor. Si, dernier point, qu'est-ce qu'il y a dans un nuage d'orage ? Il y a des quantités énormes de charges électriques et de vapeur d'eau. Alors, je prends juste un exemple. Un gros nuage d'orage, ça fait la surface d'une ville, c'est à peu près, disons, 15 km par 15 km et 10 km de haut. Ça représente tout de même la bagatelle de 2250 km3, et ça pèse 1,7 milliard de tonnes. Et pourtant, ça tient en l'air. Bah oui, en raison de la poussée d'Archimède. Et à l'intérieur, il y a de l'air, mais il y a également de l'eau, beaucoup d'eau, 1 million de tonnes d'eau. Et seulement si 10% de cette quantité d'eau tombe en, disons, un quart d'heure à la surface du sol, voilà pourquoi il y a des quantités d'eau considérables qui amènent à des inondations. Voilà, il faut avoir présent ces chiffres dans la tête. Alors revenons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la foudre. Pourquoi ? Eh bien parce que dans un nuage d'orage, en voici son schéma, les courants d'air verticaux très violents font que c'est une véritable machine à laver, de grands tourbillons. Et donc les particules de glace et de neige qui se frottent les unes contre les autres, par frottement, font des charges électriques. Et les charges électriques se stratifient en différentes couches à l'intérieur d'un nuage. Ça, c'est un schéma. On trouve par exemple au sommet du nuage des couches chargées négativement, là, des charges positives, puis il faut des charges négatives, charges positives, et puis ici, à la base du nuage, des charges positives. Voilà donc ce millefeuille. Mais ce n'est pas tout.
Quand ce nuage d'orage va arriver en face du sol et se déplace à peu près à 50-60 km/h, le sol en face, lui, par influence, va prendre des charges inverses. C'est-à-dire que là, je vais avoir des charges positives, là, je vais avoir des charges négatives. Et entre les deux, va se créer donc un potentiel, différence de potentiel, un champ électrique très élevé qui fait plusieurs dizaines de centaines de millions de volts. Voilà, c'est ça extrêmement important. Et c'est ça qui va être le point de départ de l'éclair. Donc, qui dit champ électrique extrêmement élevé, va ioniser l'air, autrement dit, ça va arracher les électrons des atomes d'azote et d'oxygène et de la vapeur d'eau, et donc on va avoir une espèce de soupe qu'on va appeler un plasma, fait de noyaux d'atomes et d'électrons, d'espèces de nuages. Et qui dit nuage électrique, dit nuage donc conducteur, et le tout va se déplacer. Et c'est ce déplacement qui donne des courants. Et regardez bien, voilà ce qu'on a dans un énorme cumulonimbus. On a des décharges électriques, par exemple, au sommet, vous avez vu, ça court sur quelques dizaines, et fois des centaines de kilomètres, ça va illuminer le sommet du cumulonimbus. Des décharges à l'intérieur du nuage, des décharges qui contournent le nuage entre le milieu du nuage et le sol, et surtout ce qui nous intéresse, vous voyez, c'est ici des décharges entre la base du nuage chargé électriquement positif et le sol chargé électriquement négatif. C'est ce qu'on appelle l'éclair, le coup de foudre. Comment se déclenche donc le mécanisme de la foudre? On connaît à peu près. Donc, je vous compte le décor. Là, c'est la base du nuage, 1500 mètres du sol, entre les deux. L'air est un isolant. Par contre, le champ électrique énorme entre les deux va ioniser l'air et un dard, vous voyez, très lumineux, fait de plasma, va partir et chercher le chemin le plus conducteur en direction du sol. Quand il arrive à peu près à une centaine de mètres du sol, un deuxième précurseur, un deuxième dard, va partir à sa direction. Et lorsque la jonction va s'établir, les charges négatives du sol remontent. Et à plusieurs reprises, on voit l'éclair vaciller. En fait, il s'allume, s'éteint en quelques millièmes de seconde. Et là, l'intensité fait du courant. On parle de 100 000 volts, 1 million de volts, et on parle de 30, 40 000 ampères. Et la température, instantanément, dans un canal gros, à peu près comme le poing, va jusqu'à 30 000 degrés. Autrement dit, ça vous volatilise tout, le bois, le fer, le métal. Rien ne résiste à la puissance de l'éclair. D'où, maintenant, un certain nombre de questions. Vous avez bien compris le mécanisme d'orage. Ok. Alors, première question, peut-on prévoir les orages? Réponse, oui. Dans les grandes lignes, Météo France le fait très bien, lorsque tous les paramètres y sont, c'est-à-dire, je vous rappelle, l'écart de température entre le sol surchauffé et la très haute atmosphère vers moins 50, moins 60, moins 65 degrés. Ensuite, il faut une instabilité, c'est-à-dire courant d'air chaud qui remonte en direction de l'air froid en altitude et qui forme des cumulonimbus. Et le troisième élément, il faut beaucoup d'humidité, de vapeur d'eau. Et donc, quand vous avez ces éléments, eh bien, Météo France vous prévoit très bien, je voudrais dire, les fronts orageux qui vont pousser par les courants atmosphériques et traverser la France. Par contre, il reste au niveau local des phénomènes locaux très difficiles, parce que très rapides, qui naissent en fonction du relief, ce sont les orages locaux. Et pour ça, la seule parade, c'est ce qu'utilisent les pilotes d'avion, enfin les constructeurs d'avions, c'est le radar des avions, c'est-à-dire le radar, qui vous permet d'analyser ce qu'il y a à l'intérieur d'un cumulonimbus et de suivre, je voudrais dire, l'enrichissement de ce cumulonimbus en grêlons et en particules électrifiées. Et donc il faudrait doter notre pays, non pas des gros, en plus des gros radars de Météo France qui font leur boulot, mais de petits radars locaux, c'est ce qui commence d'ailleurs à se faire dans le vignoble. Alors, deuxième question maintenant, peut-on se protéger de la foudre?
Là, c'est difficile. Vous avez bien compris. La quantité, le torrent d'énergie qui arrive en quelques millionièmes de seconde fait qu'aucune installation n'est capable de résister. Mais il y a tout de même des règles à observer. Vous vous souvenez que le départ, dans la plupart des cas, départ de la foudre, se fait parce qu'il y a un traceur qui part de la base du nuage en direction du sol, mais surtout qu'il y a un deuxième traceur qui part du sol en direction du nuage, et que lorsque la jonction se fait, c'est le court-circuit, c'est l'éclair. Et les lois de l'électrostatique vous ont appris que les charges électriques s'accumulent, c'est ainsi, sur ce qu'on appelle les effets de pointe, sur les objets pointus, et non pas sur les plaques. Et donc, de fait, vous en déduisez qu'il faut éviter, lorsqu'il y a un orage, d'être à l'extérieur, 1, 2, à proximité d'effets de pointe. C'est-à-dire, c'est la personne qui se promène avec une fourche, c'est symbolique, métallique sur les épaules, c'est les gens qui se mettent à l'abri sous un arbre qui va jouer l'effet de pointe, c'est par exemple l'antenne de votre voiture qui va jouer l'effet de pointe. Donc, évitons tout ce qui va faire l'effet de pointe. Alors, la dernière chose, c'est et le paratonnerre, mes enfants. Ben oui, qu'est-ce que fait le paratonnerre? Il joue l'effet de pointe. 1, c'est une tige métallique, donc les charges s'accumulent. 2, cette tige métallique est reliée au sol par une tresse, un conducteur de très gros diamètre, de façon à pouvoir évacuer le plus rapidement possible ce torrent de charge électrique. Mais bien souvent, lorsque la foudre touche le paratonnerre, et il aura rempli son rôle, le conducteur lui-même, il va être volatilisé. Mais, à mon avis, c'est ce qui reste de plus efficace. Par contre, il y a des recherches qui sont effectuées qui me semblent très intéressantes. Alors, le problème, vous l'avez bien compris, le monde de l'orage, c'est un monde très complexe. Parce qu'il faut pouvoir y aller, il faut pouvoir mesurer. Et vous ne pouvez pas rentrer dans un orage. C'est absolument interdit. Parce que l'objet de l'observation va être détruit si touché par la fuite et par la violence des courants d'air, par le mécanisme lui-même qui l'observe. D'où l'utilisation de l'espace, où déjà il y a un satellite qui est équipé et qui voit les éclairs sur le sol depuis l'espace. C'est donc un programme. Mais le deuxième, c'est des recherches qui sont effectuées. Il y en a en France et en Suisse. Vous allez voir, c'est même intéressant, vous allez voir le mécanisme. Puisqu'il faut un traceur en partant du sol, eh bien on ne va pas utiliser un objet métallique, on va utiliser un rayon laser. Regardez. Il fallait donc d'abord sortir du laboratoire, bien entendu, aller dans la nature, trouver en Suisse l'un des endroits les plus foudroyés de la Suisse. Eh bien, il se trouve dans le nord, près de la frontière allemande, un mont, le mont Santis, sur lequel, à 2500 mètres d'altitude, sur lequel il y avait déjà un observatoire. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a une tour de télévision de 124 mètres avec un paratonnerre. Et c'est l'un des endroits les plus foudroyés de la Suisse. Et donc, à cet endroit, ils se sont dit, on va installer à côté de l'observatoire, dans un local bien protégé, on va installer un laser extrêmement puissant. De fait, on a utilisé ce laser 1000 coups par seconde pour ioniser l'air, c'est-à-dire le rendre conducteur, et donc, vous voyez, ce faisceau laser qui part en direction du ciel va faire en quelque sorte un canal conducteur en direction du dard du précurseur qui descend. Et lorsque la jonction est faite à ce niveau-là, vous voyez, l'éclair, au lieu d'être comme ceci, ramifié, non, l'éclair est bien droit et suit le canal conducteur fait par le laser vert et enfin finit par toucher, bien entendu, le paratonnerre. Autrement dit, on a capturé un éclair, on l'a guidé vers le point de chute que l'on voulait, et non plus aléatoire, vers un paratonnerre. Tel est le sens de cette expérience qui tout de même a été pensée il y a 20 ans et a été très très longue à mettre au point. Ils en ont rêvé, mais ils l'ont fait. Le lendemain de ce premier événement, où on a eu cette photo, où on voyait effectivement la foudre qui suivait le faisceau,
Je me rappelle avoir envoyé un message à mes collègues où j'ai écrit « c'est gagné ». En fait, cette photo est tellement parlante en elle-même que le doute n'était pas permis. Quand j'ai vu cette photo, c'était gagné. On a obtenu pour la première fois cette image d'une décharge électrique due à la foudre qui suit parfaitement le laser. Et ça fait 20 ans qu'on court après cette image. Voilà, fin de cette séquence, je vous ai dit, estivale. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir de temps à autre, bien entendu, toujours pour vous éclairer, vous expliquer, vous donner les clés pour comprendre l'actualité du côté scientifique et technique. Mais je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière. Dans cette même chronique, nous avons abordé le problème de l'accident qui s'est produit sur Titan, ce mini-ROV, ce mini-sous-marin qui a plongé, vous savez, avec l'accident que l'on connaît sur le Titanic. Je voudrais revenir en arrière parce que on parle de fake news, c'est-à-dire de fausses nouvelles. Et je dois reconnaître que sur de fausses informations, alors que je les croyais crédibles, et je vais vous expliquer pourquoi, j'ai émis l'hypothèse qu'il y avait eu un enregistrement, et ça, il y a bien eu lieu, de la marine américaine avec des sonars, pour espionner évidemment ce qui se passe dans l'océan du côté des Russes, des sous-marins russes, et donc qu'il y avait eu la publication aux États-Unis d'un document repris par les réseaux sociaux en provenance de la Navy américaine, de l'enregistrement du bruit de l'inflation. En fait, c'était une erreur. Ce document que j'ai reçu, que l'on m'a certifié, et je vais vous expliquer comment, en provenance de la Navy, était, hélas, un faux, était en fait l'enregistrement, toujours par le sonar, mais par les sismographes d'un ancien tremblement de terre. Eh bien, je me suis fait piéger. Alors, je vous explique. Tout ça, ça s'est passé un dimanche, une réunion de copains, d'amis, de journalistes scientifiques d'Aerocosmos, de l'Association française d'astronomie, avec mon ami Gilles Davidovitch, et puis on parlait de l'actualité d'Ariane 5, d'Ariane 6, et puis on a parlé de sous-marins, et en parlant de sous-marins, on m'a dit, tiens, à propos, tu sais, quelle est ton hypothèse? Je dis, cet engin n'aurait pas dû plonger, il n'a pas été certifié, il y a une erreur fondamentale dans la conception. Je l'explique, etc. Puis il dit, tiens, il y a un enregistrement qui circule sur les réseaux sociaux en provenance des États-Unis. Et d'ailleurs, nos correspondants aux États-Unis m'ont envoyé, tiens, regarde, j'ai ça sous les yeux, et sur son iPhone, je vois l'enregistrement. Je dis, mais attends, tu es sûr? Oui, c'est en provenance de la marine américaine. Alors, en fait, c'était un faux. Donc vous voyez, les fusibles ont sauté à 3 niveaux, du côté de l'informateur aux Américains, du côté de Gilles Davidovitch, qui pensait, en toute bonne foi, peut-être bien m'informer, et j'avoue, de mon côté, où je n'ai pas assez revérifié, contrôlé, c'était un dimanche de départ en vacances, que je n'ai pas pu joindre le dimanche des gens qui connaissent cela, les sismographes, les gens qui connaissent la plongée, qui connaissent les sonars, il y en a en France, fort heureusement, et qui est fait qu'à l'antenne sur CNews et sur notre chaîne YouTube, nous avons donné une fausse information, c'est-à-dire nous vous avons montré un faux document. Ça ne change rien sur ce qui s'est passé, sur l'hypothèse que j'ai émise, que la structure n'était pas adaptée pour résister à l'énorme pression. Ça, c'est une chose, je pense qu'on le verra dans peut-être les mois qui viennent. Par contre, le document qui a été montré, c'est un tremblement de terre, mais ce n'est pas l'enregistrement des sonars de la Navy. Comme quoi, vous voyez, même à mon âge, eh bien, on arrive à se faire piéger. Je vous jure, je vous garantis, je ne recommencerai plus. Je tiens à vous présenter mes excuses, mais tout de même, passez de bonnes vacances.